Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Je suis très content d'être ici. Alors, ce que je vais essayer de faire dans le temps qui m'est imparti, c'est vous brosser à grands traits, à moyen et à long terme, le potentiel transformatif de la révolution numérique qu'on est en train de vivre pour nos routines organisationnelles et nos routines productives. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire ? Déjà, pour comprendre le monde dans lequel, se projeter dans le monde dans lequel on va aller, il faut un peu comprendre le monde duquel on vient. Et donc, du coup, on est principalement héritier ici de la première révolution industrielle qui a eu lieu pendant tout le 19e siècle, progressivement. Et cette révolution industrielle, son cœur, c'est quoi ? C'est le passage d'une production centrée autour de la famille, autour de l'unité familiale, le chef de famille considéré comme un artisan qui contrôle absolument toutes les étapes du processus de production, la qualité du produit fini, le rythme de la production. On passe de ce mode productif-là à un mode basé sur la division du travail où un certain groupe spécialisé, les capitalistes, investissent en machines, ces détenteurs du capital, se baser sur des ingénieurs qui vont designer la ligne de production, essayer de l'optimiser pour réduire les délais, augmenter la productivité. Et sur cette ligne de production, on va assigner un certain nombre de travailleurs, pensés comme interchangeables, pensés comme atomisés, et on va manier des incitations monétaires pour pousser ces travailleurs-là à faire les efforts nécessaires pour atteindre la productivité qui est voulue. Donc, du coup, toute l'histoire de cette révolution industrielle, à son cœur, c'est l'histoire de la réduction par des moyens techniques, la ligne de production elle-même, mais aussi par des moyens contractuels, c'est le contrat de travail et le salariat qu'on invente à cette époque-là et qui permet à l'employeur de contrôler le temps de travail, de contrôler le moment où l'activité démarre, que tout le monde soit là en même temps, ce genre de choses. Ces moyens contractuels et techniques vont réduire l'autonomie au travail des individus, vont réduire leur marge de manœuvre et par le haut, imposer une croissance très forte de la productivité qui va durer pendant presque 150 ans. Alors, à partir des années 70, ce qui va se passer, c'est que cette logique-là, elle va un peu naturellement s'essouffler. Elle va arriver au bout de ce qu'elle pouvait produire en termes d'innovation. Pourquoi ? Parce que justement, cette ligne de production, sur un siècle et demi, elle s'est immensément complexifiée et ça devient très, très dur pour l'ingénieur tout seul d'anticiper les innovations de process, les innovations de rupture qu'on peut pratiquer sur cette ligne de production. Alors que dans le même temps, les travailleurs qui ont, eux, qu'une vision très partielle de cette ligne de production, mais ont un niveau d'éducation qui augmente énormément, deviennent, eux, de plus en plus en capacité de réfléchir et de coopérer vers ce genre d'innovation. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que la capacité d'innovation à la base, en fait, elle commence petit à petit à supplanter les facultés d'anticipation du sommet des organisations. Et donc ça implique quoi ? Ça implique une transformation majeure qui est que l'avantage compétitif de l'entreprise, maintenant, elle ne réside plus dans le capital accumulé dans la ligne de production. Ce n'est pas ça qui fait votre avantage compétitif. Ce qui fait votre avantage compétitif, c'est la connaissance accumulée, l'information générée par vos salariés sur les process, c'est le savoir-faire de votre entreprise, c'est l'expertise de votre entreprise. C'est ça qui n'est pas copiable. Votre ligne de production, elle est copiable. Le savoir-faire de vos salariés, il ne l'est pas. Et donc, du coup, on passe dans un monde où la création de valeur se fait différemment. Elle se fait par les salariés eux-mêmes. Et du coup, pour faire ça, les outils contractuels traditionnels de la révolution industrielle sont totalement inadaptés. On ne peut pas utiliser des incitations monétaires, de la paye à la performance ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que pour innover, il faut faire confiance aux salariés, les laisser sortir de ce que le cadre du contrat de travail prévoit, les laisser discuter, échanger, tester, échouer. Et pour faire tout ça, les outils monétaires, ça ne fonctionne pas parce que l'innovation, par définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contractualiser puisque ex ante, on ne sait pas où est-ce qu'elle va survenir. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est toute une batterie de motivations autres, des motivations sociales, des motivations morales, quel est le sens de ce qu'on fait ensemble, la curiosité, tout ce genre de choses. Et donc, vraiment, ces années 70, on passe d'un régime d'ingénierie économique à double titre, l'ingénierie de la ligne de production par le haut, mais aussi l'ingénierie des incitations pour pousser les travailleurs avec la carotte à aller là où on veut qu'ils aillent, à un régime d'économie de l'information, où la valeur ajoutée se passe dans la production de l'information entre salariés.
Alors, peut-être l'exemple le plus médiatiquement connu de ce renversement, c'est l'exemple de la firme Toyota. Fin des années 60, début des années 70, Toyota se lance dans le marché de l'automobile, considéré comme quantité négligeable à l'époque par les tenants du marché, évidemment Ford, General Motors, aussi des constructeurs européens qui sont les tenants de l'héritage de la révolution industrielle. Mais Toyota, justement, va comprendre ça très, très bien. La logique que l'innovation, maintenant, doit venir de la base et plus du sommet, et du coup, qu'il faut créer les conditions pour qu'une coopération volontaire se fasse. Et comment on va faire ça? Au lieu d'avoir des individus qui sont chacun sur un poste, on va réfléchir en termes de modules et on va créer des équipes autour des modules. Et ces équipes seront responsables de leurs modules. Et on va laisser au sein de ces équipes des leaders émergés qui auront justement ce rôle d'animateur. Et du coup, ce système-là, plus décentralisé, qui va venir de la base, va réussir à faire remonter toute une série d'innovations de process qui vont baisser énormément les coûts, mais aussi augmenter la qualité. Jusqu'à aujourd'hui, les voitures Toyota sont connues pour être incassables et réparables à l'infini. Et sur 30 ans, Toyota va devenir, si vous allez dans les pays en développement d'ailleurs, ça ment pas, c'est toujours des Toyota partout. Dans le même temps, Toyota, donc du coup, en 30 ans, va devenir premier exportateur mondial et General Motors, il y a 10 ans, va passer proche de mettre la clé sous la porte. Donc ça, c'est l'exemple. Mais ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est que l'entrée dans ce régime de l'économie de l'information, il se passe indépendamment de la révolution numérique qu'on est en train de vivre. Il a ses logiques propres, c'est simplement le modèle de la révolution industrielle qui s'est essoufflé, et donc on passe dans un autre régime. Donc c'est un petit peu une histoire où la foudre frappe 2 fois au même endroit, parce que la révolution numérique, elle arrive à peu près au même moment, mais de manière indépendante. Dans les années 70, cette innovation de rupture qui, justement, touche au cœur ce dont on parle, la circulation et la production de l'information. Cette révolution, elle vous permet maintenant de faire circuler ou de reproduire l'information pour un coût quasi nul. Donc, si vous avez acheté le quart du tiers de ce que je vous disais avant sur les capacités d'innovation de la base et des groupes, quand on arrive à ingénierer la coopération en leur sein, vous avez maintenant un outil qui vous permet de vous coordonner sur site, non plus à 10, mais à 20, à 40, à 100, à 2000, à 100 000. Vous pouvez coordonner toutes ces personnes-là, même sur différents sites. Vous pouvez faire un appel à l'ensemble de vos salariés et réintégrer le tout dans un produit ou un design ou une idée ou un système d'information, parler de manière abstraite, cohérent. Donc ça, c'est une transformation majeure, mais ça vient que catalyser, en fait, ce processus d'entrée dans l'économie de l'information que je vous expliquais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces capacités virtuellement infinies de communication et de coordination? Et c'est ça qui est assez intéressant avec Internet, c'est que Internet permet cette révolution, mais il en est aussi le produit. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'Internet va se développer, va émerger un mode de production qu'on ne connaissait pas, totalement nouveau, qui est à la fois décentralisé comme un marché, où chacun s'auto-sélectionne dans des tâches. Vous avez une population avec une expertise diverse, chacun va s'auto-sélectionner, faire ce qu'il peut à son niveau, mais qui n'est pas gouverné par des signaux de prix, contrairement à un marché, et qui est totalement décentralisé, contrairement aux autres organisations qui produisent des biens non marchands, type État, type association. Donc, on a vraiment quelque chose de totalement nouveau là, et ce mode de production-là va lui-même contribuer à la création d'Internet. Donc, toutes les infrastructures d'Internet que vous utilisez là maintenant, absolument toutes ces infrastructures sont basées sur des standards qui sont ouverts et qui ont été développés collaborativement sur la base d'une coopération volontaire entre des milliers d'experts dans le monde. Et c'est toujours le cas. Donc, si vous voulez changer les standards d'Internet, il n'est pas trop tard. Vous pouvez allumer votre ordinateur. Ces documents sont publics et il vous suffit juste de convaincre. Donc voilà cette émergence de ce modèle-là qui passe un petit peu inaperçu pour beaucoup. Et on va se rendre compte, en fait, au fur et à mesure du temps, que ce modèle-là présente un avantage compétitif par rapport à tous les autres dans la production de biens informationnels, justement. Dès que vous voulez créer un système organisé d'information, un système organisé de connaissances, vous avez là, dans ces ressources, dans ce modèle de production collective décentralisée, un modèle très, très efficace. Et donc, on l'a vu sur l'infrastructure même d'Internet, mais on l'a aussi vu sur des applications qu'on appelle end-user, qu'on peut vendre, donc qui génèrent beaucoup de profit. Et ce qu'on a vu, c'est que ces communautés en ligne étaient capables justement de créer du code. Donc, ça a commencé cette histoire-là avec du logiciel, du software. Pourquoi? Parce qu'un software, un logiciel, c'est un système d'information.
c'est du code. Une fois que vous avez créé le système d'information, le produit est fini. Donc, c'est autonome. Et donc, ces communautés-là se sont saisies de ça et ont commencé à faire du code qui était libre, avec un régime juridique propre qui maintient cette liberté. Et qui, alors qu'il n'y a aucune incitation monétaire, que les produits sont donnés gratuitement au monde, arrivent à entrer en compétition avec les meilleurs produits des firmes les plus compétitives de leur époque, Microsoft, Google et d'autres. Et donc, du coup, c'est vraiment ce potentiel, mais aussi pas que du logiciel. Plus tard, vous aurez Wikipédia, qui est aussi un système d'information organisé, une encyclopédie, mais des dictionnaires, mais des guides de voyage, mais des notices pour faire tout n'importe quoi, des designs de voitures, des designs de panneaux solaires, et jusqu'à, j'argumenterais, jusqu'à un système juridique. Un système juridique n'est rien d'autre qu'un système d'information organisé selon un certain nombre de règles. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le produire de manière décentralisée et collective. Donc voilà l'idée. Donc, vraiment, ce qu'il s'agit de faire, c'est de changer de paradigme pour passer de cette logique de contrôle, qui est celle qu'on hérite de la révolution industrielle, à une logique d'autonomie que le numérique peut vraiment catalyser. Et c'est un petit peu l'échec des organisations traditionnelles qui ont très largement manqué d'imagination sur les 20 dernières années, ou d'ambition, ou d'appétence pour le risque, pour essayer de se lancer dans des modèles un peu hybrides avec ceux que je viens de vous décrire ici, qui expliquent pour moi très largement un paradoxe économique très important par lequel on voit la numérisation de l'économie partout. On a tous des ordinateurs dans cette salle, on est tous connectés les uns aux autres, les idées circulent, l'innovation fleurit, et on voit ça partout, sauf dans les chiffres de productivité. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça dans les chiffres de productivité? Parce que je vous ai parlé d'un secteur qui était très largement non marchand. Donc, ça intéresse qui à part les chercheurs? Pas grand monde, mais les chercheurs quantifient en partie ça, et ça vaut très cher. Et d'ailleurs, je suppose que chez Orange, vous utilisez des logiciels libres et vous en dépendez, peut-être même sans le savoir dans votre quotidien. Et aussi parce que justement, les organisations traditionnelles, parce qu'elles ont peur de la distanciation du travail, parce qu'elles n'ont fondamentalement pas confiance dans leurs salariés, il va y avoir une dissociation du lien social, une perte de sens, plus de leadership, une perte de contrôle sur les incitations. Du coup, le travail à distance et l'organisation et l'occasion pour les organisations, non pas de penser en termes d'autonomie, mais de resserrement du contrôle. Voilà comment on va utiliser les outils. Donc, voilà, ce pauvre contrôleur SNCF qui a son infrastructure, donc son logiciel, avec 4 ou 5 options préprogrammées, et il n'a pas ce que je considère être le plus important pour le potentiel innovatif du numérique, c'est ce que j'aime appeler ce pilier 5 de Wikipédia. Wikipédia a des règles sur lesquelles on développe Wikipédia, et la dernière des règles de Wikipédia, c'est si une des règles de Wikipédia vous empêche de servir le bien commun qu'on se propose de servir, ignorez toutes les règles. Et c'est ça qui manque dans le design des systèmes qu'on a à l'heure actuelle. Faire un pas de côté, sortir, balancer tout, reconstruire. On enferme les salariés dans des modèles numériques qui reproduisent un petit peu les travers de ce qu'on avait hérité de la révolution numérique, là où justement ces communautés en ligne nous tracent une voie qui est totalement différente et plutôt excitante à mon avis. Et donc voilà, l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de repenser au cœur, et ce n'est pas un enjeu à court terme, ce n'est pas demain matin, c'est du moyen, c'est du long terme, c'est du structurel. Comment on pense l'organisation du travail à l'ère numérique, au moment où on est déjà maintenant bien résolument entré dans cette économie de l'information, pour penser des organisations sur la base de ce que j'appellerais une plus grande fluidité, quoi. Il s'agit notamment de repenser la définition et l'allocation des tâches. La définition des tâches ne doit plus venir du dessus. Le salarié doit pouvoir co-définir, redéfinir les tâches qu'on lui propose, mais il doit aussi pouvoir s'auto-sélectionner dans ces tâches de manière flexible. J'ai envie de contribuer à ça parce que je sais faire un petit peu ça, à ci parce que je sais faire un petit peu ci. Si vous regardez les organisations de manière générale, la plainte numéro 1 des salariés, c'est « mes compétences sont mal utilisées ». On me demande de faire des choses qui ne sont pas productives. Par définition, il y a des gains de productivité énormes qui seraient attendus de cette autosélection, puisque le salarié lui-même est expert de sa connaissance, de ce qu'il est capable de contribuer.
Donc, des gains de productivité attendus énormes, mais aussi repenser le rôle des incitations. Les incitations monétaires sont beaucoup moins importantes dans ce monde d'économie de l'information. Il faut jouer sur des incitations sociales, les dynamiques de réciprocité dans les équipes, la reconnaissance sociale de quelqu'un qui a contribué, le sens de ce qu'on cherche à faire ensemble, mais aussi la curiosité. Et ça, c'est le nouveau rôle du leader d'équipe, le nouveau rôle de l'autorité hiérarchique. L'autorité hiérarchique, elle n'est plus là pour manipuler la bâton et le carotte, distribuer les primes et les bonus. Elle est là pour organiser les conditions de cette coopération volontaire, organiser les conditions d'une confiance interpersonnelle, du fait qu'on compte les uns sur les autres, que chacun a l'impression qu'il y a une dynamique de réciprocité, que tout le monde s'y retrouve. C'est ça, c'est chef d'orchestre. Et donc, manipuler ces incitations, c'est le nouveau rôle du leader, qui d'ailleurs n'est plus obligé d'être fixe. Vous n'êtes plus obligé d'avoir votre N+1 transversal qui gère absolument toutes vos activités. Vous pouvez, dans une équipe sur un projet particulier, avoir un N+1 particulier, dans une autre équipe, un autre N+1, et tout ça peut être beaucoup plus fluide, en fait. La définition des équipes peuvent être beaucoup plus fluide et beaucoup plus ouverte. Et bien sûr, repenser le rôle des interactions physiques dans ce monde numérique, parce que bien sûr, ce serait un contresens de penser que les interactions physiques n'ont plus de sens dans un monde numérique. Les interactions physiques restent très importantes parce qu'elles restent le fondement du lien émotionnel qu'on a les uns envers les autres. Donc, c'est l'antécédent de notre capacité à coopérer ensemble, de se faire confiance. Et c'est aussi cette idée que les interactions physiques, elles cristallisent des moments où on est en rareté de temps et de ressources. Et donc, c'est des moments très importants, même dans les communautés de développeurs. Ils continuent à organiser des hackathons physiques, même quand ils travaillent sur tous les continents, pour avoir ces moments de rareté, de ressources, où toute la connaissance implicite qui a été accumulée pendant des mois se cristallise. Et c'est là qu'on résout vraiment les problèmes. Donc, les deux ne s'opposent pas. Il faut penser leur articulation, mais la penser pas selon les schémas qu'on a hérités de la révolution industrielle, mais la penser justement à l'aune de cet exemple, de ces nouveaux modes de production qui nous permettent un petit peu d'inspirer l'hybridation des organisations traditionnelles qu'on voit autour de nous. Et c'est ça l'enjeu à moyen terme. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Muriel Epstein. Je vais vous présenter une étude qu'on a réalisée avec ma collègue Nathalie Orias sur le travail à distance pour les enseignants et enseignantes stagiaires à l'INSPE de l'Académie de Versailles. Donc l'INSPE, c'est le nouveau nom de l'ESPE, qui est lui-même le nouveau nom de l'IUFM, pour ceux qui en ont entendu parler. Donc l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation, l'endroit où on forme les enseignants, qui jusqu'il y a peu, jusqu'à cette année en fait, après leur concours, avaient une année où ils avaient encore une année de formation et une année où ils étaient en stage en même temps. Donc, ils donnaient des cours et ils enseignaient. Et c'est de cela dont je vais vous parler. J'espère que vous avez bien en tête la présentation précédente parce que beaucoup de choses vont s'appliquer. Donc, on commence en 2020, on se prend, comme tout le monde, la pandémie et on se retrouve à hybrider la formation, donc hybrider au sens à la fois en présence, à la fois à distance, donc sur le coup, distance complète. Et en fait, on garde cette idée d'hybridation. On la garde pourquoi ? Parce que nos stagiaires viennent de toute la France. On est dans les filières professionnelles et technologiques. Et donc, on peut avoir des sections très rares. Enfin, je veux dire, il y a des sections assez courantes, la coiffure, la cuisine, etc. Puis, il y a des sections plus rares qu'on ne va pas trouver partout. Et du coup, il y a des sections sur lesquelles on est le seul centre de formation en France. Et donc, on a des étudiants qui viennent de Toulouse, etc. Et on se dit finalement, hybridons, une semaine en présentiel et 3 semaines en distanciel. Ça leur fera moins de trajets, ce sera moins cher pour eux et ce sera probablement plus pratique. On est sur un public qui enseigne à des filières socialement défavorisées. Les voies professionnelles et technologies, vous le savez, c'est pas considérés en France comme des voies d'élite. Donc, ils sont habitués à ces filières-là. Ils sont habitués au travail collectif. Ils ont depuis longtemps compris qu'il fallait travailler ensemble pour s'en sortir. Ils sont habitués aux pédagogies actives. Ils sont habitués à innover. Ils ont été dans des situations où, de toute façon, on leur envoie un public tellement défavorisé, dans des conditions tellement difficiles, que le fait d'innover pour ça, c'est quelque chose qui est habituel. Par contre, le numérique, pas du tout. Et Nathalie, moi-même et d'autres collègues enseignons dans ce qu'on appelle les cours transversaux.
Par exemple, ils ont tous des cours de gestion de groupe. Comment est-ce qu'on gère l'inclusion d'élèves à difficultés particulières? Comment est-ce que les cours d'anglais? Donc, les cours qui ne dépendent pas du fait qu'après, vous allez enseigner la plomberie, la cuisine, le soin à la personne. Alors, ce qu'on peut savoir, parce qu'il y a eu des enquêtes, et notamment une qui a été réalisée, qui a été publiée en 2022 par Catherine Loisy et Geneviève Lameule, c'est que, on l'a vu pour les enseignants du supérieur, ceux qui s'en sont sortis au moment de la pandémie, c'est ceux qui avaient l'habitude de travailler collectivement. Et ce qu'on a vu aussi sur les enseignants du supérieur, c'est que ceux qui se sont mis à utiliser le numérique, c'est allé de pair avec une amélioration de leur réflexivité. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience au moment où ils utilisaient l'outil de pourquoi ils l'utilisaient, de ce qu'ils faisaient, et ils ont concrétisé, réfléchi à ce qu'ils disaient et pourquoi, et à leurs usages. Donc, on est dans ce contexte et on va essayer de voir un petit peu, nos questionnements sur comment est-ce qu'on fait pour développer la professionnalisation de nos enseignants, donc stagiaires, sachant qu'ils sont à distance. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la professionnalisation? Alors, on s'est basé sur Richard Witorski et lui, il définit 3 éléments pour la professionnalisation. Il y a la professionnalisation formation, donc la formation initiale telle qu'on l'imagine, ce qu'il appelle la professionnalisation profession, par exemple le fait de devenir un groupe reconnu extérieurement, les médecins, les avocats sont reconnus comme un groupe professionnel, et puis la professionnalisation efficacité, devenir plus efficace dans son travail. Le développement professionnel, on a repris la définition de Donnet Charlier, je vous invite à y réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce que ça peut être? Et donc, c'est un processus par lequel, dans des interactions avec autrui, et je souligne interaction avec autrui, on développe ses capacités, ses compétences et son savoir-être. Mais alors, pour des enseignants en voie professionnelle, la moyenne d'âge de nos enseignants, c'est 36 ans. C'est, pour une bonne moitié d'entre eux, des gens qui étaient cuisiniers, qui étaient infirmiers, infirmières, qui étaient dans le monde professionnel et qui décident à un moment donné d'enseigner ce qu'ils font. Donc, ils ont déjà une première identité professionnelle. Et ça, les travaux de Auvray et Huchette montrent que pour ces enseignants-là, plus que pour les autres, l'INSPE, le lieu de formation, est le lieu où se construit l'identité professionnelle et la professionnalisation. Et donc, qu'est-ce que ça va donner à distance? Est-ce qu'ils vont pouvoir se socialiser? Voilà toutes les questions qu'on se pose. Pour ça, on a fait une enquête sur laquelle on a eu une centaine de réponses, plus pas mal d'entretiens. Et je vais vous présenter en cette citation les effets majoritaires de la distance. Et effectivement, comme le disait Claudia en introduction, j'ai choisi de vous présenter que des éléments positifs. Pourquoi? Alors, la réponse n'est pas parce qu'il n'y a aucun élément négatif. On a 4 personnes sur les 102 réponses qui nous ont dit que c'était une catastrophe, qu'ils n'arrivaient pas à se concentrer devant leur écran, etc. Mais les arguments que nous ont donnés les personnes qui étaient contre, enfin, qui vraiment ont été en résistance, vous les retrouverez, vous les avez déjà lus. Donc, il n'y avait pas d'éléments à vous apporter en termes de recherche. 2, ils sont ultra minoritaires. 94% de nos répondants trouvent que c'est génial, veulent continuer l'hybridation, etc. Et 3, alors là, c'est plus le côté circonstance, c'est qu'en fait, nos enseignants stagiaires ont finalement très peu vécu, en tout cas au moment de l'enquête, ils recevaient les cours à distance, mais les cours qu'ils ont donnés ont été essentiellement en présentiel. Donc, ils n'ont pas eu l'énorme inconvénient qui était d'avoir, eux, leurs élèves à distance. Et ça a beaucoup joué. Et du coup, le premier résultat qui, moi, m'a presque choqué, vous avez tous, enfin, si vous connaissez une personne qui est prof, normalement, vous connaissez une personne qui vous a dit « Ah non, mais l'IUFM, c'était la catastrophe ». Et donc là, je vous en ai mis une, mais j'en ai plusieurs. J'ai dû la choisir. L'INSPE, c'est loin de chez moi, mais c'est efficace et de qualité. Je vous assure que, pourtant, le questionnaire était anonyme. Hein. Donc, c'était un peu choquant, presque, à lire. Mais en fait, ils sont vraiment rassurés de pouvoir être de chez eux et de ne plus avoir financièrement, ça leur pesait beaucoup. Et finalement, de pouvoir gérer la vie de famille. Une grosse moitié de mes étudiants ont des enfants. J'en avais un qui avait au moins une fille handicapée. Enfin, ils ont des enfants parfois en bas âge.
de pouvoir travailler de chez eux, ou en tout cas sans avoir à voyager, ou en voyageant moins, c'était quand même énorme, et ça les a rendus plus disponibles, c'est ce qu'ils disent assez massivement, pour la formation. Le deuxième élément, c'est que le numérique prend du sens. Il prend du sens pour les jeunes. La citation que je vous ai mise d'un stagiaire, donc le CAPET, c'est le technologique, et le KPLP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle pour les lycées professionnels. Donc, ce stagiaire, lui, il va mettre tous ses cours dans l'espace numérique de travail, il va expliquer pourquoi, mais il explique aussi que son tuteur, lui, ne le fait pas du tout. Donc, le choc, il est vraiment pour les stagiaires, il n'est pas pour les plus anciens qui, eux, continuent à trouver que ça ne sert à rien de mettre les cours en ligne. Les stagiaires, eux, racontent qu'en fait, il y a beaucoup plus d'élèves qui vont faire les devoirs facultatifs quand ils peuvent les rendre discrètement sur le cours en ligne, qu'ils vont avoir plus de questions sur l'espace numérique de travail. Et une autre stagiaire, donc je n'ai pas mis cette citation, mais disait non, mais comme ça, ils peuvent jouer les bad boys en cours, et puis en fait, discrètement, le soir, ils me posent leurs questions sur Internet. Donc, ça leur permet aussi d'aller à leur rythme. Et en fait, pour eux, c'est utile de pouvoir utiliser l'espace numérique de travail. Donc ça, c'est un vrai choc d'accélération et qui donne du sens aux usages. Le troisième élément, alors là, je dois vous dire, ils m'ont tous dit en entretien, et c'était très, très bizarre. Enfin, en tout cas, la première fois, j'ai eu l'impression de poser une question bizarre, parce qu'ils m'ont dit, mais enfin, madame, prof, c'est un entretien, c'est un métier collectif. Et ce n'est pas l'idée que j'avais, moi, en tout cas, avant de les interroger. Et ça, c'est quelque chose qui est unanime. Et ils expliquent le lien avec le distanciel. En fait, ils disent exactement, vous reprenez tout ce qu'il vient de dire, comment ils s'organisent, qu'il y a une autonomie. Et en fait, du coup, ils ont un sens à travailler en groupe. Ils ont tout un tas d'éléments pour, par exemple, pendant un cours, il y a la prof qui va annoncer, donc c'était un cours d'une collègue, elle annonce en début du cours, vous allez avoir ça à faire. Directement, il y en a une qui met un document partagé que tout le monde a sauf la prof, et là, ils commencent à faire collectivement tout le travail que la prof demande à faire ensuite. Donc, ou alors, ils vont s'échanger sur WhatsApp en même temps. Non, mais qu'est-ce qu'elle a dit là, la prof d'anglais, j'ai pas compris. Et donc, ils vont récupérer tout l'informel du et ils vont le récupérer via WhatsApp, via du chat, via Facebook ou via je ne sais pas quoi d'ailleurs, auquel nous, on n'a pas accès avant de faire de la recherche dessus et qui veulent bien nous montrer ce qu'ils ont échangé. Et un truc qui est assez fascinant, c'est que cette socialisation qui est multimodale, comme elle est à distance, quand ils partent à distance, ça continue d'être à distance. C'est-à-dire que là, la situation que je vous ai mise, c'est celle d'une prof qui rencontre pendant son année de stage une autre collègue avec qui elle se met à travailler. L'année d'après, elles continuent de travailler ensemble. Elles continuent de s'échanger des documents. Parce que ils ont fait leur site collaboratif, leur bloc-notes collaboratif, on ne travaille plus que comme ça. Donc, le fait qu'elles soient affectées dans des établissements différents, chacune à un bout de la France, quel détail. Du moment, comme il l'a dit, qu'elles se sont rencontrées une fois, j'ai exactement les mêmes résultats sur toutes les communautés d'enseignants. Donc, effectivement, le fait de s'être rencontrées a quand même une importance. Le point suivant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont transférer la formation vers les cours, donc la formation qui est à distance, vers les cours qui sont en présence. Parce qu'ils vont repérer un certain nombre d'outils qu'ils vont réutiliser. Donc, ils vont dire, donc là, c'est une citation de la même qui a un an de recul, qui est aujourd'hui enseignante. Là, j'ai mis stagiaire, mais c'est la même, pardon. Nos élèves, ils sont contents, nos cours sont les plus dynamiques, on ne s'ennuie pas. Je me suis dit qu'il faut utiliser des outils variés, mettre les élèves en groupe, parce que la formatrice INSPE nous l'avait montré dans la classe virtuelle. Et donc, en fait, ce qu'ils ont vu comme technique de gestion de groupe en virtuel, ils le réutilisent, tous les documents collaboratifs, etc., ils le réutilisent en présentiel avec leurs élèves. L'élément suivant, j'illustre la conférence d'avant, c'est que ça leur a donné plus d'autonomie. Et cette autonomie leur a donné plus de créativité, et du coup, ils se sont lancés dans des pédagogies plus actives, ils ont laissé eux-mêmes plus d'autonomie aux élèves. Et donc là, j'ai donné, alors moi j'aurais peut-être pu prendre un autre exemple. Là, l'exemple que j'ai donné, donc le Kahoot, c'est des petits QCM en ligne qui sont, on répond avec le portable, donc on va sur un truc, on répond avec le téléphone portable. C'est chronométré, puis à la fin, ça donne l'ordre.
si vous testez en amphi ou en classe, c'est systématique. À la fin, tout le monde rigole, qu'on ait réussi ou pas réussi. Et en fait, donc là, une prof qui dit, mes élèves, ils aiment les caouts. Ils me demandent tout systématiquement à la fin du cours un caout. Et donc, elle est très, très enthousiaste. Et donc ça, effectivement, ça fait partie des techniques. Alors, pas forcément le caout parce que c'est un outil privé et on est très encouragé à utiliser d'autres outils, mais de faire des QCM en ligne pour réussir à capter l'attention de nos étudiants, c'est des outils qu'on a pris l'habitude de faire. Pardon ? Oui, Kahoot, c'est gratuit. Oui, mais il y a des outils gratuits RGPD, mais ils n'ont pas la dimension. En fait, là, on programme le temps. Par exemple, on laisse 20 secondes ou 30 secondes pour la question et ça part automatiquement. Alors que les outils qu'on a gratuits, nous, n'ont pas cette dimension-là. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il n'y a pas le côté où ça donne le classement à la fin. Et enfin, dernière citation, c'est, alors j'ai changé, je vous ai mis dans la vidéo de teasing et dans le dossier de presse, j'avais mis la citation arrête de te balancer sur ta chaise, donc qui était ce que les profs disaient aux élèves, devient oh, tu as réussi à te reconnecter, ah, c'est chouette, merci, bienvenue, etc. Et on recommence. Donc, j'ai eu cette citation-là, mais comme c'est très minoritaire les cours à distance, j'ai préféré prendre cette seconde citation d'une prof en lycée pro cuisine, qui est une ancienne, elle-même élève de filière pro cuisine, et qui nous raconte sa première visite. Et elle dit, j'ai eu les plus mauvais élèves à aller visiter, elle a un petit rire gêné pendant l'entretien. Puis comme j'étais pro avant, je défonçais les profs quand ils venaient. Et là, elle s'arrête, elle fait un grand blanc, et enfin, moi, elle laisse entendre qu'elle appréhendait vraiment cette visite en tant qu'enseignante. Et puis finalement, elle n'a rien à raconter parce qu'il ne s'est rien passé. Parce qu'aujourd'hui, suite au confinement, à ces fameux arrête de balancer, les élèves ne sont plus dans cette défiance vis-à-vis des enseignants. Et du coup, il y a eu un changement relationnel assez massif. Je ne sais pas s'il va perdurer, je n'ai pas d'idée, est-ce que ce sera encore vrai dans 5 ou 10 ans. Mais pour l'instant, il y a eu cette idée suite au confinement. Ah, si j'ai 1 minute, je presque fini. Que les élèves que les profs leur veulent du bien et veulent effectivement leur expliquer des choses. Donc ça a changé massivement les relations. Donc pour conclure, on voit qu'on a eu une normalisation et une adhésion donc on a eu ce choc d'utilisation du numérique, une adhésion des enseignants stagiaires de lycée pro et techno aux usages pédagogiques du numérique. Si vous reprenez la documentation auparavant sur les ENT, les profs n'en veulent pas. On a cette modification des pédagogies utilisées vers des pédagogies plus actives, plus coopératives, et cette magnifique vision d'un métier forcément collectif. Par rapport à ma questionnement sur la professionnalisation, on va vers une dimension groupe d'appartenance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et toutes et désolée de ne pas être présente physiquement. Je suis contente de pouvoir faire quand même cette présentation. Alors, j'espère que les conditions tiendront puisque je suis pour le coup dans un contexte de travail à distance un peu particulier puisque je ne connaissais pas il y a encore 1 heure et j'espère en particulier que la connexion tiendra. Donc, la communication que je vous présente aujourd'hui aborde la manière dont le travail à distance est développé pendant la pandémie dans un secteur qui est un peu particulier et qu'on pensait peut-être épargné par ça, à savoir le tourisme, puisque je travaille sur des plateformes numériques qui ont toutes pour principe de mettre en relation donc des gens qui sont situés dans des lieux géographiquement distincts. Donc pour vous présenter d'abord un petit peu ce dispositif, enfin cet objet plutôt sur lequel je travaille de tourisme virtuel que j'appelle interactif, il se présente sous la forme de 2 grands types de dispositifs qui existent. Soit donc on a la présentation d'une destination, d'un lieu d'intérêt, de certains donc éléments culturels d'un point de vue fixe, c'est-à-dire une personne est derrière son ordinateur et va partager des PowerPoint, des vidéos, etc. pour présenter une destination par exemple. Donc pour vous donner un exemple de ça, pendant en particulier les confinements liés à la pandémie, mais encore aujourd'hui, vous pouviez par exemple sur une plateforme très connue dans le domaine touristique pour l'hébergement, réserver des expériences de type vie nomade en Mongolie et superbe site emblématique
qui était organisé par une personne qui a habituellement travaillé dans le tourisme en Mongolie, qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans activité du fait de la pandémie et qui, donc pendant 40 minutes à 1 heure, présentait donc son pays avec des photos qu'elle avait fait au cours de certains voyages. Et donc là, vous pouviez être connecté en même temps que des Australiens qui avaient réservé en même temps. Ou donc le second dispositif, ce sont plutôt donc des présentations qui sont faites de type visite à distance, visite virtuelle, mais dans un lieu. C'est-à-dire que la personne va marcher dans un lieu, présenter le lieu avec là plutôt un téléphone portable et d'autres outils technologiques, hein, notamment un stabilisateur. Donc il y a notamment plusieurs plateformes qui, pendant la pandémie, ont émergé et se sont spécialisées sur ce type de visite. Ça peut être donc la visite de la médina d'Essaouira, du centre-ville de Cracovie, des boulevards haussmanniens à Paris, etc. Donc là, en direct, avec aussi tout ce que ça peut poser comme problème de connexion notamment. Donc ces activités, voilà, je vous ai mis un petit panel de ces plateformes qui existent aujourd'hui. Elles sont différentes de films documentaires, par exemple, hein, puisqu'elles reposent vraiment sur une interaction directe entre la personne qui la propose et la personne qui la suit. Donc soit par un échange verbal, soit parfois par le biais d'un chat. Donc elles ont aussi émergé dans le contexte de l'économie collaborative, hein. Elles se présentent comme des intermédiaires de mise en relation entre des personnes qui sont théoriquement ordinaires et qui seraient susceptibles de proposer quelque chose. Or, dans la réalité, comme on le voit, les personnes qui se présentent, hein, comme des producteurs de contenu ont quand même des profils spécifiques. D'après donc les enquêtes, hein, il y avait un peu 2 catégories qui ressortaient. Soit d'une part des personnes qui avaient d'autres activités avant la pandémie. Ils étaient chefs d'entreprise, chargés de développement marketing, artistes, même parfois des enseignants, mais du coup pas pour des cours. Et donc ils avaient utilisé cet outil, hein, comme un moyen de revenu complémentaire ou un moyen de revenu substitution quand leurs activités avaient complètement cessé avec la pandémie. Et d'autre part, on a plutôt des guides de profession et ça s'est plutôt imposé avec la fin de la pandémie, hein, qui se sont saisis de cet outil pour proposer un nouveau type d'offre, une nouvelle forme d'activité et ça a continué aussi après avec la réouverture des frontières, etc. Donc ces plateformes, elles reposent aussi sur des modèles économiques différents. Soit on a un paiement à l'avance, donc on va payer un prix que l'on connaît pour assister à cette expérience ou à cette visite. Soit elles sont libres, hein, vous avez accès, vous créez un compte, vous avez accès à ces plateformes. Et là, donc le paiement, il est au bon vouloir des personnes qui participent, hein, sous forme de pourboires qui sont laissés selon des montants définis. Enfin non définis à l'avance, je veux dire. En tout cas, donc les commissions sont systématiques, donc les plateformes, elles, font des bénéfices, hein, sur ces transactions. C'est des commissions qui vont de 20 à 40% quand même, voire un peu plus même dans certains cas. Donc à travers cet objet de recherche des plateformes de voyage à distance, je souhaite aborder, hein, des questions qui ont notamment été développées en sociologie autour du travail de plateforme. Mais aussi la manière dont ces plateformes créent des formes de gouvernance de soi qui sont propres au capitalisme néolibéral et d'un point de vue plus anthropologique, puisque c'est ma discipline d'origine, hein, sur les conceptions de la personne dans ces sociétés numérisées. Donc ce n'est pas des questions que j'ai abordées dans le chapitre de notre ouvrage collectif, qui est plus centré sur les questions liées spécifiquement au travail à distance. Et là, d'ailleurs, la question de travail à distance impose quelques difficultés. En tout cas, elle doit être posée de manière spécifique, puisqu'habituellement, on parle du travail à distance par rapport à une distance par rapport à son lieu de travail ou à son employeur. Donc là, effectivement, quand les personnes proposent des choses depuis chez elles, hein, elles sont à distance de leur lieu de travail. Mais lorsque ce sont des guides qui déambulent dans un lieu de visite, ils sont dans leur lieu de travail habituel, mais à distance de la clientèle. Donc les questions que je traite dans ce chapitre montrer à l'impact de ces transformations sur les conditions de travail, donc liées à ce passage au distanciel. Quels sont les impacts de ce passage pour des travailleurs et des travailleuses qui souvent étaient donc indépendants au moment de la pandémie, notamment donc en termes de conditions de travail, de manière de travailler. Et donc l'objectif,
travers ces questions, c'est à la fois de prolonger, de discuter des travaux qui ont abordé de manière souvent critique les transformations des relations de travail induites par les plateformes en général et les inégalités, les nouvelles formes de subordination aussi qu'elles engendrent. Et il s'agit aussi donc de contribuer aux travaux en tourisme qui ont montré que la crise liée à la pandémie avait amplifié d'une certaine manière des inégalités et la précarité pour certaines catégories de travailleuses dans le tourisme, en particulier les micro-entrepreneurs, les travailleurs de plateforme, etc. Donc, mon enquête a porté principalement sur 2 de ces plateformes, même si c'est pas uniquement sur ces plateformes que j'ai travaillé. Donc à la fois avec des entretiens, donc un peu moins d'une trentaine d'entretiens, avec des personnes qui proposent des contenus, donc sur, tous les continents, donc dans 14 pays différents à peu près. Et puis aussi donc de l'observation participante, à la fois en tant que membre de l'audience, en participant à ces visites, mais aussi ensuite, en me proposant pour ces plateformes, en me soumettant au processus de recrutement notamment, ce qui m'a permis de m'insérer dans les communautés d'utilisateurs qui gravitent autour de ces plateformes, qui utilisent beaucoup, les réseaux sociaux. Et donc à la lumière de ces enquêtes et de ces entretiens, il m'est apparu qu'il y avait 4 grandes dimensions du travail qui étaient impactées, par, ces nouvelles formes de travail, de l'adaptation à la technologie, les revenus, les horaires et le rapport à l'espace physique de travail. Donc je vais, revenir, sur les résultats selon ces 4 angles. Donc d'abord, en ce qui concerne le point de vue technologique, donc ce dispositif technologique nécessite donc non seulement d'avoir soit un ordinateur ou un téléphone intelligent aussi performant que possible du point de vue de la qualité photo, vidéo qui est très importante dans ces contextes, d'avoir un micro adéquat, mais aussi souvent donc d'un stabilisateur, un objet qui coûte de 100 à plusieurs centaines d'euros pour stabiliser l'image en mouvement et limité donc quand on se déplace. Donc c'est les prestataires, les producteurs de contenu sur ces plateformes, ils s'équipaient, ils se formaient à ça en autonomie, donc soit parfois en échangeant aussi avec des pairs, donc des amis, des personnes qui font aussi, ces activités. Il n'y a pas en tout cas de formation par les plateformes, même s'il peut y avoir, quelques tutos, des feedbacks aussi après des visites tests, mais une personne qui n'est pas à même de s'auto-former est de fait, non apte à poursuivre et pas accompagnée, pour ça. Et donc cette familiarisation avec ces nouvelles technologies se traduisait aussi chez certains par, donc des formes de stress, et des formes de pénibilité aussi qui étaient exprimées, notamment le fait de porter un stabilisateur, mais aussi, certaines personnes donc, expliquaient voilà, qu'à force de rester assises, elles avaient développé des pathologies, musculaires et articulaires et cetera. Donc qui dit aussi nouveaux équipements, assumés par, la personne qui propose, la visite, dit aussi évidemment un impact sur les revenus. Donc ça m'amène à cette question. Donc là, les choses différaient un peu selon les plateformes, aussi selon les guides et selon les destinations, puisque certaines sont beaucoup plus prisées que d'autres. Sur l'une des plateformes, donc qui existait, elle, dès le début de la pandémie, donc les acteurs se sont un peu servis comme une bouée de sauvetage, dans des contextes où ils étaient, privés de leur outil de travail du jour au lendemain. Leurs revenus étaient souvent, fortement diminués par rapport à la période pré-Covid, malgré un travail qui était, parfois plus intense. Et donc c'est une diminution qui était particulièrement forte dans les pays, économiquement aussi les plus défavorisés, au départ, selon des mécanismes que je ne vais pas détailler ici, mais sur lesquels je pourrais revenir. Mais en fait, donc c'est le fonctionnement de ces plateformes, non seulement reproduit, mais accentue les inégalités entre, les destinations touristiques et l'attractivité qu'elles ont. Par contre, donc certains acteurs, en particulier des guides professionnels qui se sont mis à l'usage de ces plateformes dans une perspective à plus long terme, ou ceux qui s'y sont mis vraiment dès le départ, eux, ont pu en faire un revenu principal et parfois même un revenu assez conséquent. Du point de vue des horaires, donc ce travail à distance a des répercussions qui sont assez fortes pour tous les interviewés, en particulier pendant la pandémie.
En fait, l'audience est essentiellement, ce sont essentiellement des personnes nord-américaines ou un peu européennes. Et ce sont aussi ces personnes qui ont le plus tendance, par exemple, à donner des pourboires sur les plateformes qui utilisent ce fonctionnement. Donc, pour capter cette clientèle-là, pendant la pandémie, les producteurs de contenu proposaient des expériences ou des visites sur des créneaux qui étaient avantageux pour eux, quitte à travailler la nuit. Donc, ça pouvait être à 23h, à minuit, à 2h, 4h du matin, notamment pour avoir des groupes qui étaient plus intéressants économiquement. Donc là aussi, il y a des formes de souffrance, de pénibilité qui étaient exprimées au cours des entretiens, voire d'épuisement. Pour ceux qui font des visites in situ, donc des visites guidées dans un lieu, là, donc, il y a des paramètres qui peuvent intervenir comme simplement l'ouverture des lieux, la présence aussi de personnes pour pas que les lieux soient vides. Mais il y a également d'autres paramètres liés aux dispositifs technologiques qui étaient pris en compte pour décider des horaires de visite, comme l'ensoleillement, et c'est vraiment un critère important, la météo évidemment, mais aussi donc voilà, la localisation de la clientèle qui était quand même prise en compte. Et par exemple, les personnes qui font des visites en Europe essayent au maximum d'avoir des créneaux sur l'après-midi pour capter des clientèles nord-américaines. En termes de rythme de travail aussi, le fait de s'investir dans ces visites à distance a conduit à une forme de densification visiblement du travail, puisque pour les guides qui ont repris des visites en présentiel par la suite, ils ont eu tendance à continuer en les insérant dans des interstices de disponibilité, donc ce qui conduit à des journées qui sont décrites souvent comme très chargées. Et donc, 4e point, le passage en ligne de ces visites, ou de ces expériences touristiques pose aussi la question du rapport au lieu physique. Donc pour ceux qui font du streaming dans les lieux de visite, ces lieux de travail continuent d'être les lieux, physiques, souvent emblématiques des destinations qu'ils font visiter. Mais le rapport à l'espace se trouve quand même modifié, pour plusieurs raisons, et notamment parce qu'ils ont besoin d'une qualité de connexion assez élevée, et donc ils vont adapter leurs visites, les rues, les quartiers, les lieux, en fonction de la connectivité qu'ils y trouvent. Et donc il y a aussi un autre aspect qui joue par rapport à ça, c'est le fait que ces visites en ligne repose sur une fidélisation en quelque sorte de l'audience, et donc l'audience attend en quelque sorte des guides qu'ils proposent des visites nouvelles un petit peu régulièrement, fréquemment, et donc les guides vont généralement avoir plus de lieux de visite, diversifier leurs lieux de visite par rapport à ce qu'ils font habituellement, voire parfois aller dans une autre ville de leur pays, par exemple de Fès à Essaouira au Maroc, de Paris à Reims en France, de Dublin à Cove en Irlande, pour renouveler leur offre sur ces plateformes. Pour ce qui est des visites qui ne se font pas in situ, là l'enjeu c'est pas de filmer les lieux, on n'est pas sur ces lieux. Il y a d'autres enjeux qui se posent par rapport à cette question du rapport à l'espace de travail. Et il y a une plus grande déconnexion possible aussi, puisque du moment qu'on a un décor en quelque sorte adéquat, on peut envisager de transformer le lieu de travail. Aurélie, reste une Alors, minute. j'arrive à lire 1 minute. OK, ça marche, merci. Très bien, j'en arrive de toute façon à la conclusion, donc je vais conclure en 1 minute. Donc, la conclusion, elle portait sur 2 aspects. D'un côté, celui de la transformation des relations de travail qui sont induites par les plateformes numériques, et de l'autre côté, les spécificités du travail à distance dans la médiation touristique. Donc, sur le premier point, les résultats vont dans le sens un peu des travaux sur le capitalisme de plateforme, qui mettent en avant une captation de la valeur qui est créée essentiellement par les utilisateurs et qui repose sur leurs investissements. Donc par ces plateformes, malgré un vécu souvent subjectif des travailleurs et des travailleuses, qui considèrent que sans ces plateformes, ils ne pourraient pas travailler. Il y a malgré tout donc ces éléments de précarité assez objectifs qui ressortent. Donc ça va dans le sens de dire que les plateformes mettent
en place de nouvelles formes de subordination, hein, des travailleurs et des travailleuses, avec des activités qui ne sont pas complètement reconnues comme du travail. Et donc, la crise de la pandémie dans ce secteur a aussi, pour ce public particulier, contribué à une reproduction ou une augmentation de la précarité. Et donc, l'autre niveau de conclusion concerne les spécificités là, du travail dans ce domaine en particulier. Donc, on voit que les adaptations sont assez similaires à celles d'autres domaines, hein. On est obligé d'intégrer des outils numériques, de se mettre à des applications, d'utiliser les ordinateurs, etc., la visio. Mais en même temps, il y a quelques spécificités dans ce contexte touristique. D'abord, le fait qu'on travaille sur des créneaux horaires avec des décalages horaires importants, puisqu'on est généralement dans des lieux géographiques distincts entre le lieu de l'audience et celui de la personne qui propose le contenu. Le type d'activité en jeu aussi exige une grande qualité vidéo, audio, donc des équipements assez récents et performants. Et dernier point aussi, le domaine, le fait que les prestataires et les participants aux visites vivent donc dans ces lieux géographiques, donc pardon, c'est ce que je disais, induit des décalages horaires, voilà. Mais peut aussi générer des connexions avec le lieu de travail, donc ça c'est assez nouveau et spécifique à ce domaine-là. Merci. Je vous remercie.